bonsoir à tous. On va démarrer la discussion. Je me présente, Fabien Scalona. Je suis anciennement universitaire, actuellement journaliste, et j'ai le plaisir d'animer cette discussion sur le rapport de la gauche à l'Union européenne avec deux ouvrages et des représentants des deux ouvrages qui portent sur ce sujet. À ma gauche, Pierre Calfa, qui est membre d'Attac et de la Fondation Copernic, qui ont donc produit Cette Europe malade du néolibéralisme, l'urgence de désobéir, qui est en vente au fond de la salle après la discussion. Et à ma droite, il y a Christophe Ventura, qui est enseignant, qui est initiateur du collectif Chapitre 2, auquel appartient aussi Clément Caudron, ici présents, et qui vont tous les deux nous présenter donc le livre du collectif Chapitre 2, La gauche à l'épreuve de l'Union européenne, et un livre que vous pouvez également trouver au fond de la salle. Alors on excuse aussi Aurélie Trouvé qui devait venir pour le livre d'Attac Fondation Copernic, mais qui a un souci de santé, une bronchite, alors c'est pas très prudent de venir, donc ce qui explique aussi cette assemblée extrêmement masculine qu'on a essayé de féminiser un peu plus, mais voilà. Donc vous nous excuserez pour cela. Et je vous explique un peu comment on va procéder. On s'est donné 1h30, en gros, avec du temps évidemment pour des questions, des interpellations. Mais on voulait faire quand même un temps d'expression sur les ouvrages. Un premier temps très court où les auteurs ou les directeurs d'ouvrage, co-auteurs, se prendront vraiment 2-3 minutes pour expliquer quelle est l'originalité du livre et son positionnement. Et puis ensuite, moi, je leur poserai trois grandes questions qu'on a identifiées, que j'énumérerai à la suite, mais qui porteront en gros sur jusqu'où il faut remonter pour comprendre ce qui aujourd'hui bloque les alternatives de gauche au sein de l'Union européenne, jusqu'où il faut remonter dans le temps. Un deuxième grand temps sur les nuances qui existent entre les deux livres sur les notions de désobéissance et de rupture, voire de sortie de l'Union européenne. Et puis un troisième temps, peut-être un peu plus court, sur les regards que chacun porte sur les programmes des listes de gauche aux européennes en fonction de ce qu'ils ont analysé dans leurs livres. Je vais commencer, peut-être, si tu acceptes Christophe, peut-être de commencer pour présenter la gauche à l'épreuve de l'Union européenne, et ensuite on écoutera Pierre Calfa. Je veille à l'équité du temps de parole, je mets mon téléphone, je reste attentif, mais c'est pour surveiller le temps de parole. À toi. Merci Fabien. Bonsoir à toutes et à tous, à vous qui avez fait l'effort de venir ce soir participer à cette discussion. Donc effectivement, le plateau est un peu déséquilibré du coup, parce qu'on se retrouve nous deux co-auteurs de l'ouvrage, et Pierre Calfa va devoir débattre sans la présence d'Aurélie Trouvé. C'est dommage, mais bon, on va essayer quand même de faire quelque chose qui soit correct et vivant. Donc effectivement, moi je suis là pour présenter rapidement cet ouvrage qui est là. Alors, qu'est-ce que je peux dire dessus? Une ou deux idées un peu importantes. En fait, ce collectif, il s'est fondé entre, disons, personnes qui sont des acteurs, qui ont une implication, qui sont engagés à différents niveaux, que ce soit dans le monde associatif, que ce soit dans le monde politique ou syndical ou intellectuel au sens large du terme, depuis très longtemps, et qui ont un point de ralliement qui a fait qu'ils ont écrit ce livre. C'est la conviction profonde que la seule manière pour la gauche de se questionner sur son rapport à l'Union européenne, c'est d'assumer, disons, la stratégie d'un affrontement, d'une rupture avec l'Union européenne, mettant de côté toute option, toute possibilité encore de penser ou de nourrir l'illusion selon laquelle il était possible de mener une politique de gauche au sein de l'Union européenne et de son dispositif, de son système. Mais une fois qu'on s'est dit ça, ce point de ralliement, on avait aussi voulu qu'il soit le point de départ d'un débat entre nous, parce que les auteurs ont en réalité une diversité de sensibilités sur cette question de la rupture ou des ruptures,
qui vont grosso modo de gens qui représentent, disons, l'idée d'une sortie de la France possible de l'Union européenne, jusqu'à d'autres personnes qui pensent que c'est pas une nécessité, qu'il y a la possibilité d'écrire d'autres chemins, mais qui sont des chemins intransigeants par rapport, disons, à cette construction européenne-là. Et donc, on a voulu finalement aller au bout de ces discussions-là entre personnes qui ont ces sensibilités-là, parce qu'on considérait que le débat qui avait été élaboré et qui avait été animé les années précédentes, depuis en tout cas début des années 2010, la crise grecque, etc., au sein de la gauche de transformation, était un débat qui, peut-être, dont les termes étaient devenus un petit peu trop étriqués et un peu, je dirais, un peu superficiel, entre soi-disant une ligne qui serait une ligne, disons, de gauche nationaliste, souverainiste, et puis une ligne qui serait plus alter-européiste. On pensait qu'il fallait aller au-delà de ça pour voir aujourd'hui où est-ce qu'on pouvait et comment on pouvait mener ce débat entre des gens qui assumaient une rupture avec les différentes options possibles et à quoi ça nous confrontait. Donc le livre, et ce sera ma conclusion, surtout essaye de travailler en confrontant tout un tas de scénarios qui vont en gros de toutes les possibilités avec une logique qui est la suivante. C'est demain on crée un rapport de force suffisant pour qu'un gouvernement de transformation soit au pouvoir en France. À quoi il se confronte et quels sont les obstacles que rencontrerait ce gouvernement selon le scénario qui est étudié, que ce soit celui de la sortie sèche, que ce soit celui d'une désobéissance, disons, d'une crise institutionnelle. À quoi on se confronte et quels sont les obstacles, les difficultés, mais aussi les marges de manœuvre qui pourraient être trouvées pour un tel gouvernement. On a voulu passer finalement au crash test, si je puis dire, tous les scénarios possibles pour essayer d'apporter des éléments un peu nouveaux à ce débat qui nourrit de manière assez vive la gauche de transformation. Merci pour ce respect, timing serré. Pierre. Bien, bonsoir à tout le monde. Bon, moi je partage pas mal de choses que vient de dire Christophe. Je vais essayer de dire quelle est la logique de notre livre. Il essaye d'abord d'expliquer pourquoi on en est arrivé là. C'est-à-dire par quel processus historique dans l'histoire dans l'histoire de la construction européenne on en est arrivé là, quelles sont les contradictions à laquelle elle s'est confrontée et comment la crise de 2008, 2009, 2010 et la suite, quelles conséquences cela a eu sur la mise en place de ce qu'on appelle un fédéralisme autoritaire à l'échelle européenne. Par rapport à cela, à l'analyse du fait que l'Union européenne est aujourd'hui devenue un carcan pour les peuples, quelle stratégie mettre en place pour en sortir. Et on met en avant, je pense qu'on y reviendra, 3 leviers, et on voit à chaque fois disons, les faiblesses et les difficultés de ces 3 leviers. Le premier levier, c'est le levier institutionnel européen. Il y a des élections au Parlement européen. Contrairement à ce qu'on pense, le Parlement européen n'est pas un Parlement croupion, mais on pourra là aussi y revenir. En tout cas, il soutient parfaitement la comparaison avec le Parlement français, de ce point de vue-là. Mais ce n'est pas à travers le Parlement européen que l'on pourra faire bifurquer la construction européenne, refonder notre construction européenne, c'est clair. Le Parlement européen n'a pas son mot à dire sur les traités, par exemple. Le deuxième levier, c'est celle des mobilisations européennes. Or, ce levier est aujourd'hui très fragile. Il y a peu de mobilisation citoyenne et sociale à l'échelle européenne et on ne s'est pas remis encore de l'échelle du Forum social européen. Et le troisième levier, c'est la rupture au niveau national. La rupture à niveau national signifie pour nous qu'un gouvernement de gauche réel qui arrivera au pouvoir doit prendre des mesures unilatérales de rupture avec le néolibéralisme et que pour cela, la sortie de l'euro n'est pas un préalable. Elle peut être le résultat d'une bataille politique, on peut être expulsé peut-être de la zone euro, etc. Mais il n'y a pas besoin, c'est ça que nous essayons de montrer, qu'il n'y a pas besoin de sortir de l'euro pour mener une politique de rupture avec le néolibéralisme. Et que, d'un certain point de vue même, si on mène une politique de rupture avec le néolibéralisme, rester dans l'euro nous protège d'un certain point de vue.
Donc, ce que nous essayons, je terminerai là-dessus, de montrer, c'est que face à la tentation aujourd'hui que porte l'extrême droite d'une Europe construite autour du nationalisme, bon, il y a une autre possibilité qui est l'idée de porter un projet de refondation de l'Union européenne à partir du levier de la rupture au niveau national dans un ou plusieurs États, en engageant un bras de fer, une confrontation à l'échelle européenne, en créant les conditions d'une crise politique à l'échelle européenne pour essayer effectivement de porter ce projet que nous pensons nécessaire de construction d'une Europe différente, de la solidarité, de la justice, etc. Merci. Alors, on va venir sur ces termes-là de rupture. Quel scénario de rupture? On peut voir que le terme peut recouvrir des scénarios assez différents, et c'est là qu'on va voir se loger des différences. Juste avant d'y arriver, je voulais poser une question qui éclaire peut-être ces différences qu'on met sous le terme de rupture, qui est le diagnostic, non pas général sur en quoi l'UE est un carcan. Il y a beaucoup de points communs entre les deux livres sur l'analyse de pourquoi l'Union européenne est un carcan pour tous ceux qui veulent, en gros, maximiser les droits socio-écologiques versus la liberté du capital. Ça, c'est quand même plutôt bien documenté. En revanche, j'ai l'impression qu'il y a des sensibilités différentes sur jusqu'où on fait remonter ce qui ne va pas dans la construction européenne. Si je formule la question d'une façon volontairement caricaturale, c'est, au fond, est-ce que l'Union européenne comme projet est viciée depuis le début, depuis le traité de Rome, ou est-ce qu'elle est viciée à cause de certains tournants, lesquels, les plus récents, ceux des années 80. Donc j'aimerais peut-être vous entendre d'une manière là aussi la plus ramassée possible, pour aller vraiment au cœur de ce que vous pensez. Peut-être on regarde le même ordre, si ça ne vous gêne pas, ça alterne. On écoute Clément. Alors, bonjour à tous. Alors en fait, la question de l'historique de la construction européenne, et finalement depuis quand le verre est dans le fruit, effectivement, et quand il aurait fallu que ça bifurque autrement pour avoir un résultat différent aujourd'hui, je suis pas sûr que ça soit la question principale. C'est-à-dire que le fait est que c'est une question qui a un intérêt du point de vue de l'histoire politique, mais je suis pas sûr que ça change la nature du défi stratégique qui se pose à nous aujourd'hui. C'est-à-dire qu'effectivement, on a quelque chose qui s'est de manière incrémentale construit vers de plus en plus de néolibéralisme. Voilà, bon, dès le départ, dès 51 et la CECA, ça se fait quand même sur des bases économiques plus que politiques. Dès 57, on a quand même une notion de marché commun. Voilà, ça s'accélère effectivement après, il y a effectivement une rupture en 86 avec l'acte unique où on a la proclamation absolue des différentes libertés de circulation. Un verrou supplémentaire est passé en 92 avec Maastricht, qui prépare le passage à l'euro, qui est le verrou monétaire, qui commence à bien cadenasser l'ensemble. Et puis vous avez Lisbonne qui vient mettre le clou final sur le cercueil, quoi, on pourrait dire. Mais je ne sais pas si identifier précisément qu'à tel moment il y aurait pu avoir une bifurcation. Je ne suis pas sûr que ce soit la question cruciale. Le fait est qu'on pourrait le faire pour faire de l'histoire alternative ou de l'Uchronie, on va dire, comme disent les fans de science-fiction, dont je fais partie. Mais si vous voulez, le fait est que cette Europe est là. Et donc la question est plutôt quelle stratégie on utilise aujourd'hui pour la changer à l'avenir, ou pour rompre avec elle. Mais voilà, je suis pas, pour moi la question... Pardon, je te coupe, on m'a dit que j'étais là pour faire ça, pour vous titiller un peu. Moi quand même, là où je vois l'intérêt, c'est de se dire, plus on identifie loin dans le temps le verrou ultime à faire sauter, plus ça rend le saut à accomplir radical et important, si tu veux. Si tu dois revenir juste sur les derniers traités ou si tu dois revenir sur l'ensemble de la construction, c'est pas le même degré de radicalité. Je sais pas ce que tu en penses. Je ne sais pas, parce qu'un verrou extrêmement radical qui aurait été implémenté hier ou il y a 50 ans serait un verrou extrêmement radical qu'il faudrait faire sauter. Enfin, tu vois, je sais en quoi le timing exact de la mise en place de ces verrous est important. Je ne suis pas sûr que ça soit le cœur de la question, même si c'est intéressant d'un point de vue historique, hein, je ne dis pas, mais en termes de stratégie opérationnelle, je ne suis pas sûr que ça soit la question principale. Pierre.
Non, c'est une question importante. Pourquoi? Parce que derrière, il y a l'idée, est-ce que tout projet européen ne peut être qu'un projet néolibéral? C'est ça qu'il y a derrière la discussion sur l'histoire. Bon. Or, ce que montre justement l'histoire de la construction européenne, c'est que ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que l'Europe, évidemment, dès le départ, c'était une Europe capitaliste. Bon, c'est une évidence. Bon, c'est pas ça la discussion entre nous. Mais ce n'était pas une Europe néolibérale. C'était une Europe qui s'est construite à un moment donné, où au même moment, il faut dire, se construisait dans tous les pays de la communauté européenne l'État social. Bon. Donc on ne peut pas dire au départ que c'était une Europe néolibérale. Plus même, hein, si on prend ce qu'était le marché commun, bon, à l'époque, on avait affaire avec un capitalisme qui était un capitalisme de type fordiste, hein, c'est ça, pour employer un terme qu'emploient beaucoup les économistes, qui était un capitalisme centré nationalement, organisé nationalement, régulé par des politiques pas des politiques keynésiennes. Bon, et donc je signale simplement pour qu'on ait une idée un peu de cette affaire qu'en 1960, le volume du commerce mondial était équivalent à celui de 1913. Alors que la production de richesse était considérablement supérieure. Donc on a à l'époque un capitalisme qui est peu internationalisé, et le marché commun de l'époque, c'est plus la cohabitation de marchés nationaux qui cohabitent entre eux qu'un marché unique, unifié, etc. Bon. Les sauges. Et il y a, par exemple, des politiques de solidarité qui sont mises en place, hein, avec les nouveaux entrants, l'Espagne, le Portugal, la Grèce, avec les fonds structurels, hein, et les fonds de cohésion. Il y a des politiques publiques européennes qui sont mises en place à l'époque. Bon, la politique agricole commune, qu'on peut beaucoup critiquer parce que c'est une politique productiviste, mais néanmoins, je veux dire, c'est une politique qui n'était pas une politique libérale, mais encore moins néolibérale. C'est une politique qui visait à sortir les prix agricoles du marché mondial, qui visait à garantir un revenu pour les agriculteurs et à l'autosuffisance alimentaire en Europe. Bon, c'est tout sauf libéral, bon, et encore moins néolibéral. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Europe telle qu'elle se construit à ce moment-là, c'est une Europe qui est en rapport avec avec le type de capitalisme qui existe à ce moment-là, qui est un capitalisme de type fordiste. Bon, les choses changent parce que le capitalisme lui-même se transforme radicalement à partir des années 70, etc. C'est ce qu'on a, et avec le tournant qui a été le tournant néolibéral, la vague néolibérale du début des années 80. Bon. Et donc on a dans ce cadre-là la réponse. Bon, et d'ailleurs, l'acte unique, le tournant néolibéral, on peut dire, de l'Union européenne, qui est le premier gros tournant, hein, enfin de la construction européenne, est précédé dans la plupart des pays européens par une vague néolibérale. Bon, qui précède ce tournant-là. C'est Thatcher en Grande-Bretagne, et en France, c'est quoi? C'est le tournant de la rigueur, Mauroy, enfin Fabius, Bérégovoy. Bon, donc le capitalisme se transforme, et l'Union européenne, enfin la construction européenne derrière, se transforme. Bon. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a les caractéristiques actuelles de l'Union européenne, aggravées, traité après traité, Maastricht, Amsterdam, bon, etc. Et c'est à partir de ce moment-là que le droit de la concurrence devient réellement un droit constitutionnel qui surdétermine, hein, le mode de construction de l'Union européenne. Bon. Donc, le deuxième grand tournant étant, de mon point de vue, l'élargissement de 2004, qui est un élargissement qui fait d'une zone relativement homogène une zone totalement hétérogène. Bon. Et donc, et le choix qui a été fait à l'époque, c'est justement de jouer sur le dumping social et le dumping fiscal avec ces nouveaux entrants-là. Bon. Et troisième grand tournant, c'est le tournant après la crise. Hein. Bon, mais ça, je pense que là-dessus, on est d'accord. Je fais réagir Christophe là-dessus rapidement.
Oui, juste pour dire deux choses. Bon, dès le traité de Rome, toutes les dispositions du libéralisme sont inscrites, ça, je crois que personne ne le conteste. Il y a le principe de pas d'obstacle à la liberté de circulation des capitaux, en particulier dès le départ. Mais effectivement, l'Europe de l'époque reflète l'état du capitalisme à l'époque et ses orientations, il n'y a pas de problème. Il y a aussi le contexte de socialiste de l'époque, l'Union soviétique, on est vraiment dans autre chose. Mais les dispositions qui vont en fait faire que le projet européen va avancer naturellement ou glisser sur la pente libérale sont inscrites au cœur des traités fondateurs. Mais au-delà de ça, pour ne pas avoir un débat trop historique, je pense que si ça pose une question quand même, la question de la construction européenne, c'est le parti pris d'une construction où on considère que l'intégration des sociétés européennes va se faire par le marché. C'est quand même ça le fondement qu'à mon sens on doit discuter, voire contester, parce que le principe c'était celui-là, c'était de dire que c'est l'établissement d'un marché intérieur que rien ne va venir empêcher, qui va faciliter et construire le rapprochement des peuples et des sociétés qui composent l'ensemble dans lequel ce marché intérieur est construit. Donc ça, je crois que c'est quelque chose qui est à la racine de la construction européenne des pères fondateurs, comme le disait Mendès France d'ailleurs, qui a été construit dans la plus pure tradition du libéralisme du 19e, etc. Donc je crois que s'il y a un ver dans le fruit, il est là, c'est-à-dire que c'est la question comme la conception qu'on a de les leviers et les mécanismes par lesquels doivent s'organiser l'intégration des sociétés politiques, démocratiques, etc. La réponse par le marché nous a donné une certaine histoire. Et je crois que nous, on ne peut pas être naturellement sur cette position-là, mais ça pose la question de quelles sont les propositions alternatives qu'on porte lorsqu'on parle d'intégration des sociétés. Non, mais le traité de Rome est un traité de libre-échange, mais la construction européenne de l'époque, la communauté économique européenne ne se réduit pas à ce traité. Et d'abord, un traité de libre-échange entre des pays qui sont des pays relativement homogènes sur le plan économique et social, je veux dire, en soi, c'est pas problématique. Puisque de toute façon, les questions de dumping social et de fiscal ne se posaient pas à l'époque entre ces différents pays. Ce d'autant plus qu'il n'y avait pas de marché unifié. Le marché commun, ce n'est pas un marché unifié. C'est l'acte unique qui crée le marché unifié des capitaux, des marchandises, etc. Donc ce qu'il faut, évidemment, je veux dire, il s'agit d'une Europe capitaliste. Donc le débat entre nous n'est pas celui-là. Mais il y a capitalisme et capitalisme. Et le capitalisme néolibéral, c'est un certain type de capitalisme. Le capitalisme fordiste, c'est un autre type de capitalisme avec des compromis sociaux qui sont des compromis sociaux de nature différente, et que d'ailleurs le néolibéralisme essaye de casser en permanence. Les compromis sociaux construits dans la période antérieure, entre guillemets dite des Trente Glorieuses, avec un capitalisme de type fordiste, le néolibéralisme, lui, veut s'en débarrasser et a réussi très largement à s'en débarrasser. Donc, l'idée qu'il puisse avoir une histoire totalement linéaire où en fait, l'histoire est inscrite d'avance. Non, elle n'était pas inscrite d'avance. N'était pas inscrit d'avance le fait que, par exemple, les classes ouvrières des différents pays se sont fait battre pays par pays à la fin des années 70. Ça, c'était pas inscrit d'avance. Et évidemment, sur la base de défaites, qui étaient des défaites sociales très importantes, le néolibéralisme a pu triompher. Mais ces défaites-là, elles n'étaient pas inscrites d'avance. Elles n'étaient surtout pas inscrites d'avance dans la construction européenne, qu'il n'y ait pas pour grand-chose dans les années 70. Bien, alors on va avancer dans la discussion et arriver au cœur du sujet. Dans le livre de chapitre 2, je disais qu'il y avait plusieurs scénarios qui sont évoqués. Alors il y a un scénario de désobéissance qui est évoqué, mais j'aimerais commencer par le fait qu'il y a un scénario de sortie sèche ou sortie préalable, comme on dit. Un pays avec un gouvernement de gauche alternative décide de sortir sans passer par une stratégie de désobéissance et de négociation. Scénario qui est écarté dans le livre d'attaque Fondation Copernic, qui en tient pour la désobéissance et certainement pas pour la sortie, en tout cas la sortie préalable. Est-ce qu'on peut expliquer ce choix et pourquoi il a fait partie des scénarios que tous les auteurs partagent peut-être pas, mais que certains auteurs
ont tenu à voir inscrire dans le livre. Je crois que ce serait pas mal d'entendre Clément sur ce sujet. Oui, alors, la question de la sortie impose de s'en poser une autre au préalable, c'est qu'est-ce que la sortie exactement? Qu'est-ce qu'on entend exactement par sortie de l'Union Européenne? C'est-à-dire que souvent par là, on entend effectivement le Frexit officiel à la Célineau, on va dire, voilà, c'est-à-dire vraiment, ou façon Brexit, mais transposé en France, c'est-à-dire, voilà, on sort en activant l'article 50, etc. Bon, ça, je pense qu'on est assez clair à chapitre 2 sur le fait que c'est une impasse. C'est-à-dire que si vous rentrez... Le problème de ça, c'est de manière très pragmatique. C'est-à-dire que si vous rentrez là-dedans, vous êtes parti pour un processus de 2 ans de négociations cauchemardesques avec la Commission européenne. Les Anglais en font les frais aujourd'hui. C'est extrêmement laborieux. Dans le cas des Anglais, étant donné qu'ils n'ont pas vraiment de projet politique de gauche à faire valoir derrière, ils peuvent se permettre le luxe d'attendre. Mais un candidat de gauche de transformation qui serait élu en 2022 et qui passerait la moitié de son quinquennat à attendre que l'article 50 arrive à application, ça fait long déjà. D'autant plus que c'est une durée durant laquelle on serait totalement au pied des poings liés à toutes les attaques financières et spéculatives qu'on subirait, donc fuite des capitaux et spéculation sur la dette. Donc ça, c'est clairement très compliqué à défendre comme scénario. Donc par contre, nous, en fait, on a même... Ce qui était intéressant, justement, comme l'a dit Christophe, c'est que dans les 5 co-auteurs, il y en avait qui effectivement se revendiquent du Frexit, de gauche, et d'autres non. Mais finalement, on s'est rendu compte, en fait, que c'était pas vraiment... comment dire, que c'était pas une différence si importante que ça. Pourquoi? Parce que ce qui compte, c'est de dire qu'on veut pouvoir appliquer notre programme quoi qu'il arrive. Et que donc, comme toutes les règles européennes empêchent l'application d'un programme de gauche, ce qui est fondamental, c'est de faire en sorte que ces règles ne s'appliquent plus à nous. C'est-à-dire qu'on désobéisse, qu'on rompe, on peut appeler ça comme on veut. Et donc, nous, ce qu'on a identifié comme étant le nœud de cette question, c'est la question juridique. C'est-à-dire qu'en fait, pour prendre les choses frontalement, vous arrivez au pouvoir et vous dites bah, « moi, les traités européens, je m'en fiche, je fais ce que je veux ». Est-ce que ça pose un problème ? Au niveau européen, non en fait. Parce que l'Europe n'a aucun moyen en fait, de nous contraindre. C'est-à-dire qu'elle peut nous mettre des amendes, mais on peut très bien choisir de ne pas les payer. Elle peut nous retirer nos droits de vote dans les différentes institutions, mais on peut très bien à ce moment-là menacer, puisqu'on est contributeur net au budget, on peut très bien menacer de ne plus payer. L'Europe n'a pas de police, l'Europe n'a pas d'armée, si on va jusque-là. En fait, l'Europe n'a aucun moyen de nous contraindre. Donc en fait, le niveau européen ne peut rien faire pour s'opposer à une désobéissance. Par contre, c'est au niveau national, en fait, de manière un peu paradoxale, qu'il y aurait un verrou, et qui serait donc le verrou juridique. C'est-à-dire que dans notre Constitution, dans le titre 15 de la Constitution, est écrit le fait que la France appartient à l'Union européenne, et donc, à ce titre-là, elle doit respecter les traités. Et donc, autant l'Europe n'aurait aucun moyen de nous obliger à appliquer des choses qui seraient en écart avec les règles européennes, autant notre Constitution nationale nous l'impose, et donc si on ne le fait pas, c'est-à-dire si on met en place, en fait, quelques mesures de gauche que ce soit, qui seraient forcément contradictoires avec les traités, et bien tout de suite, nos opposants seraient en mesure de nous attaquer dans le Conseil d'État, et donc, et gagneraient à tous les coups, puisque les mesures seraient effectivement anticonstitutionnelles. Donc du coup, le verrou principal, c'est ça, et donc c'est cet ordre juridique national qu'il faut changer, en réécrivant le titre 15, et en y écrivant explicitement que le droit national prime sur le droit européen. Et donc que toute mesure prise au niveau national sera finalement légale et légitime, en tout cas ne pourra pas être interdite par un traité européen qui la surplomberait. Donc nous c'est ça qu'on... Donc je fais cette longue parenthèse pour revenir à la question de la sortie, parce que c'est quoi la sortie ou pas la sortie? C'est-à-dire quoi l'Union européenne en fait n'est finalement qu'un ordre juridique et qu'un ensemble d'institutions chargées de le mettre en œuvre. Et donc si vous voulez, nous ce qu'on dit c'est qu'il faut par une rupture juridique nationale se mettre en situation où on peut ne respecter aucune de ces règles. Est-ce que respecter aucune règle d'un ordre juridique, c'est pas en sortir? C'est presque une question rhétorique, c'est presque une question de communication après. Est-ce qu'on a envie d'assumer une sortie ou pas? Voilà. Mais finalement, d'un point de vue pragmatique, la seule question c'est de se rendre capable de désobéir aux règles par la réforme juridique qui va bien.
Alors, ce que je comprends, c'est que pour vous, la nuance entre processus de désobéissance radicale et Frexit de gauche, finalement, n'est qu'une nuance, et que ce qui est au cœur du projet qui rassemble tous les gens du chapitre 2, c'est cette idée donc, de faire primer le droit national sur le droit communautaire. Exactement. Ok. Donc, Pierre Khalfa, sur cette question. Bien, je pense que la question qui nous est posée, c'est pas sorti ou pas sorti, c'est comment rompre avec le néolibéralisme. C'est ça la question centrale. Bon. Et le reste, ce sont les moyens. La monnaie, c'est un moyen, les mesures que l'on prend, ce sont des moyens, etc. Donc c'est ça qu'il faut discuter. Bon. Je crains que, par contre, hélas, l'Union européenne ne soit pas simplement une machine à fournir du droit et à produire du droit. Ce sont des institutions financières. Il y a la Banque Centrale Européenne, il y a l'euro, etc. Bon. Donc, on ne peut pas penser que le seul problème que nous avons à résoudre, ce serait le problème de la prédominance de l'ordre juridique national sur l'ordre juridique européen. Par ailleurs, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire, hein, sur ce plan-là. C'est-à-dire que, évidemment, si on prend des mesures aujourd'hui qui sont contradictoires avec les traités européens, il est probable qu'elles seront censurées par le Conseil constitutionnel. Bon, les lois, en tout cas, seront censurées par le Conseil constitutionnel au nom de la prédominance du droit européen. Donc il faut changer ça. C'est assez simple, on fait un référendum. On peut penser que s'il y a un président de gauche qui est élu en France, bon, ben, dans la foulée, le référendum sera positif. On peut le penser en tout cas. Bon, voilà. Bon, mais ça, c'est un problème mineur. Le vrai problème n'est pas là. Bon, il faut tirer le bilan quand même de Syriza de ce point de vue-là. Bon, le vrai problème, c'est qu'évidemment, si on prend des mesures de rupture avec le néolibéralisme, ben, on va être étranglé financièrement. Il y aura des tentatives d'étranglement financier du pays. C'est ça dont il faut discuter. C'est quelles mesures nous pouvons prendre pour refuser cet étranglement financier, pour le combattre, pour se protéger. Bon. La vraie question est là. Et dans ce cadre-là, bon, est-ce que la sortie de l'euro, c'est quelque chose qui nous aide ou est-ce que c'est quelque chose qui ne nous aide pas? Ça, c'est la discussion. Bon. Et par rapport à votre position, il faut clairement dire, parce que ce que tu dis, c'est de dire ça n'a aucune importance. C'est quelque chose de secondaire, est-ce qu'on dit qu'on sort ou pas? Non, parce que si on sort de l'euro, on sort de l'euro. Voilà, c'est une décision qui est lourde, qui a des conséquences. Bon. Donc il faut, c'est pour moi le point de divergence principal. Est-ce que la sortie de l'euro, et donc de l'Union européenne, parce que bon, voilà, est un préalable à la rupture avec le néolibéralisme? Bon. Ou pas? Pour moi, la réponse est non, ce n'est pas un préalable. Et ce n'est pas un préalable, pourquoi? Bon, je vais essayer d'expliquer. C'est pas un préalable parce que ça n'empêche en rien de prendre des mesures de rupture. Rester dans l'euro ne nous empêche en rien de prendre des mesures de rupture unilatérale. Quelles mesures de rupture unilatérale nous pouvons prendre? Par exemple, bon, faire immédiatement un contrôle des capitaux. Si on regarde en Grèce, entre l'arrivée du pouvoir Syriza et un mois après, hein, en quelques semaines, il y a eu 25 milliards d'euros qui ont quitté la Grèce. Bon. Et ça avait commencé avant. Bon. Tsipras s'est refusé de faire un contrôle des capitaux. Bon. Évidemment, à partir du moment où il a refusé de faire un contrôle des capitaux, il se met à la merci des opérateurs financiers, de l'Eurogroupe, etc. Bon. Donc, première mesure immédiatement à prendre. Il y a eu, par exemple, en Grèce, parce que c'est intéressant de faire la comparaison avec la Grèce, 2 ou 3 semaines après l'élection, l'arrivée au gouvernement de Syriza, la Banque Centrale Européenne a refusé d'accepter les titres grecs, bon, les obligations d'État grecs, en refinancement des banques grecques. Ce qui revenait bon, à étrangler la Grèce, puisque les banques grecques ne pouvaient plus se refinancer en déposant en garantie, en collatéral, les titres grecs auprès de la BCE. Bon. Qu'a fait le gouvernement de Tsipras? Il n'a rien fait. Bon. Bon. Donc évidemment, on peut penser, nous, que les banques françaises étant systémiques,
les gouvernements, la BCE hésitera de prendre cette mesure. Mais rien n'est moins sûr. Rien n'est moins sûr. Bon, parce que l'enjeu, évidemment, est très important. Donc, qu'est-ce qui serait possible de faire? Alors, ce qu'on indique dans le livre, c'est de créer une monnaie complémentaire, qui est une monnaie fiscale, appuyée sur les recettes fiscales, et qui permette de desserrer les taux financiers, tout en restant dans l'euro, qui serait convertible, on pair avec l'euro, et on resterait dans l'euro, et on crée une monnaie complémentaire qui permet, au moins sur le court terme, de desserrer les taux financiers. Bon. Troisième mesure, derrière, qui va avec ça, évidemment, c'est reprendre le contrôle de la finance, reprendre le contrôle des banques, faire une réforme fiscale. Bon, pour effectivement, on sait par exemple, ça avait été montré dans un rapport de 2010 fait par le rapporteur de l'époque du budget, qui était Gilles Carrez, un mec de droite, que si la France était restée à la fiscalité qu'elle avait en l'an 2000, la France aurait été en excédent budgétaire en 2006, 2007, 2008. Et n'aurait eu un déficit budgétaire en 2009 que de 2,3% au lieu de 7,5%, 2009 étant, je vous rappelle, l'année de la plus forte récession, après la Seconde Guerre mondiale. Donc, la question de la réforme fiscale est une question fondamentale. Bon, et ça, on n'a pas besoin de sortir de l'euro pour faire ça. Je termine simplement sur pourquoi on a intérêt à sortir de l'euro. Parce que on a intérêt à rester dans l'euro. Parce que rester dans l'euro nous protège par rapport à une chose, qui est la spéculation sur la monnaie. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a eu des spéculations sur les dettes souveraines, mais il n'y a jamais eu de spéculation sur la monnaie. Bon. Et rester dans l'euro nous protège par rapport à ça. Bon. Et surtout, ce sera mon dernier élément, le dernier mot là-dessus, je veux dire, c'est donner un signe positif de rester dans l'euro. C'est-à-dire que c'est l'idée que on ne se désintéresse pas de ce qui se passe dans le reste de l'Europe. Voilà. C'est-à-dire que le signal que nous donnons, c'est le fait que nous restons partie prenante de la construction européenne, mais que nous voulons rompre avec l'Europe telle qu'elle existe. Voilà. Et ça, je pense que c'est un signal politique très important à donner aujourd'hui, quand il y a la montée des nationalismes et de la xénophobie dans tous les pays européens. Bon, alors, il faut répondre sur la sortie de l'euro, je crois. Oui, alors je vais répondre sur la sortie de l'euro. D'abord, juste un mot, effectivement, sur toutes les mesures qui ont été évoquées, de réforme fiscale, de lutte contre la finance, etc. Effectivement, moi, je souscris assez à ce qui est présenté à ce niveau-là dans le livre d'Attaque et de la Fondation Copernic. Nous, c'est vrai que dans notre livre, on ne s'est pas étendu sur les mesures économiques et sociales qu'il faudrait développer une fois qu'on serait en mesure de mener notre propre politique. À titre individuel, certains des auteurs du chapitre 2 ont écrit là-dessus. Et je pense qu'il n'y a pas de désaccords fondamentaux avec ce qui est présenté là, dans un programme radicalement anti-finance, de redistribution, de transition écologique et sociale, etc. Le problème, c'est que, en fait, toutes ces mesures, quand on dit par exemple, on peut faire effectivement la révolution fiscale, il n'y a pas besoin de sortir de l'Union européenne. Faire une révolution fiscale, ça implique de faire un contrôle des capitaux. Je l'ai dit. Voilà, parce que de toute façon une mesure d'urgence qui est proposée, voilà, qui est proposée pour éviter une fuite des capitaux qui sinon serait immédiate. Ce qui est formellement interdit, évidemment, par l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Le fait de créer une monnaie fiscale, c'est évidemment interdit par l'article 3 qui dit que l'Union européenne a la compétence exclusive en matière monétaire. Le fait d'interdire certains produits sur la base de contraintes environnementales, etc. Donc ça, c'est des excellentes mesures, hein. Mais ça, c'est incompatible avec les articles 30, 31, 34, 35 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Donc finalement, absolument tout est incompatible avec les traités. Et donc le fait de désobéir comme ça à absolument toutes les règles de l'Union européenne, qui n'est finalement qu'un ordre juridique, eh ben, pour moi, ça revient exactement... Enfin, il n'y a pas de différence fondamentale entre ça et une sortie de l'Union européenne de facto. Si ce n'est qu'on la proclame ou pas, si ce n'est que pour des raisons stratégiques, même de philosophie politique, on peut avoir envie de l'affirmer ou pas, mais d'un point de vue pragmatique, il n'y a absolument aucune différence. Ça, c'est sur l'Union européenne. Après, il y a la question de l'euro. Et c'est vrai que sur l'euro, là, on se dit c'est un peu plus binaire, quoi. C'est-à-dire que, comme dit François Asselineau, on n'est pas à moitié enceinte. Voilà, je crois qu'il cite un proverbe turc, il aime bien faire des choses comme ça. Bon.
Voilà, c'est François Asselineau. D'accord, les références. Oh non, je ne dis pas que c'est une référence, je vais bien préciser en quoi on ne se revendiquait absolument pas de son Frexit, qui est une ligne intenable par l'article 50. Ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement la question de l'euro paraît plus binaire. En fait, elle ne l'est pas tant que ça, parce que dans l'euro, il y a deux questions. Il y a la question du taux de change, et il y a la question de la possibilité de monétiser le déficit. Et c'est deux questions très différentes. C'est-à-dire que le retour à une monnaie nationale permet de reprendre un taux de change qui serait plus compatible de la compétitivité de l'économie française. Bon, ça, on va dire que c'est une mesure qui n'est pas urgente dans le court terme. C'est-à-dire que contrairement aux mesures de défense face aux attaques spéculatives, là, on n'est pas sur le fait de rétablir un taux de change. Certains disent voilà, en cas de retour au franc, le franc serait dévalué de 7%. Bon, voilà, c'est pas ça qui fait le gros d'une politique économique, on va dire. Et d'autant plus que ce rétablissement de compétitivité, on pourrait le faire, si c'était le but, par des mesures protectionnistes. C'est-à-dire que si on rompt avec les traités européens, on peut très bien faire de la subvention, des exportations, de la taxation des importations, ce qui revient en fait à une dévaluation. Donc la question du taux de change, effectivement, de mon point de vue, n'est pas urgente. Par contre, il y a l'autre question, qui est celle de la monétisation des déficits, et qui là est absolument cruciale. C'est-à-dire que si vous commencez à mener une politique de gauche, tout de suite les marchés vont se mettre à spéculer sur votre dette publique, et tout de suite les marchés vont refuser de financer votre déficit public. Et donc vous allez vous retrouver dans une situation où non seulement vous ne pourrez pas financer votre programme, c'est-à-dire une transition écologique, sociale un peu ambitieuse sera infaisable, et en plus vous aurez même du mal à boucler les fins de mois, c'est-à-dire à payer les fonctionnaires, etc. Et donc il faut absolument une alternative à ça. Et cette alternative, c'est la monétisation du déficit public, c'est-à-dire le fait que le déficit public soit financé par création monétaire de la Banque centrale. Ça, c'est interdit évidemment par les traités européens, puisque notre appartenance à l'euro fait que notre banque centrale, c'est la banque centrale dont on dépend in fine, c'est la Banque centrale européenne, qui par l'article 123 a interdiction de financer le déficit public. Et donc, c'est ça la contrainte clé. C'est-à-dire que si on dit on reprend le contrôle de la Banque de France, et donc on remet la création monétaire par cette Banque de France au service de grands investissements publics, là on lève la contrainte principale. Et je pense que c'est une façon un peu moins binaire d'aborder la question de la sortie de l'euro. C'est ça la contrainte principale qu'il faut lever. Peut-être un point que personnellement j'ai pas très bien compris. Qu'est-ce que tu penses de la proposition qui était faite par Pierre Calfa, qui dit nous on garde l'euro, mais on utilise cette fameuse monnaie complémentaire, qui avait été un des débats. En fait, ils n'étaient pas du tout prêts en Grèce pour le faire, mais ça avait été une idée quand même vaguement évoquée. Est-ce que tu penses que c'est compatible avec le fait de rester avec l'euro, ou est-ce que pour toi c'est un projet qui ne vaut que pour du court terme et qu'il n'est pas pertinent? J'ai du mal à imaginer Alors, le projet de monnaie fiscale, effectivement, est intéressant. Je crois que c'est notamment Thomas Coutreau qui défend ça à Attaque. Enfin, c'est quelque chose qui est intéressant. Effectivement, je le verrais plus comme une mesure transitoire. En tout cas, en Grèce, c'est comme ça que ça avait été évoqué. On voit mal quand même deux monnaies cohabiter sur le long terme. Je crois qu'il y a des précédents historiques en Chine. Enfin, on trouvera toujours quelques exemples, mais voilà, c'est quand même pas simple comme affaire. Mais surtout, encore une fois, c'est une violation des traités européens. Donc c'est une sortie de facto de l'ordre européen, on appelle ça comme on veut, mais sur la question monétaire. Et après, quitte à sortir de l'ordre monétaire européen, autant reprendre le contrôle de la Banque de France et financer ce qu'on veut par création monétaire et par monétisation du déficit. Ça me paraît plus simple ça me paraît plus simple comme option. Alors, peut-être si tu veux réagir, mais alors, de façon assez brève pour qu'on puisse passer à la dernière question, et après je pense que les échanges avec la salle seront nécessaires. On va se mettre d'accord assez rapidement sur le fait qu'il s'agit de désobéir au traité européen. Voilà, bon, donc, une fois qu'on a dit ça, on est d'accord. Bon, mais le problème, à mon avis, c'est qu'il faut voir un peu plus loin. La question, c'est de savoir si la désobéissance au traité européen est possible en engageant un bras de fer au sein de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'on désobéit au traité européen, on engage un bras de fer, on crée un rapport de force, et puis on voit qu'est-ce qui se passe. Alors, il se peut très bien qu'on reste totalement isolé, que, in fine, le pays, la France ou un autre qui est totalement isolé se fasse exclure de la zone euro. Bon, la Grèce avait été menacée d'exclusion de la zone euro,
même si dans les traités, c'est impossible d'exclure un pays de la zone euro. Enfin, on sait qu'un chancelier allemand avait dit que les traités étaient un chiffon de papier. Bon, voilà, je pense qu'ils peuvent très bien décider d'exclure tel ou tel pays, en sachant que de toute façon, dans le cas de la France, si la France sort de l'euro ou est exclue de la zone euro, il n'y a plus de zone euro. Hein, bon. Il y aura peut-être une zone marque après de l'Allemagne et ses amis, mais il n'y aura plus de zone euro. Hein, bon. Donc, ce qui rend les choses compliquées. Bon. Donc, la question centrale, c'est pas la question de désobéir au traité, c'est comment on crée un rapport de force. Dans le cas de ce rapport de force, est-ce que sortir de l'euro ou pas, ça, c'est quelque chose qui nous aide? C'est tout, c'est ça la discussion. Est-ce qu'on a intérêt à sortir de l'euro dans le cadre de ce rapport de force? Je pense que pour des tas de raisons, on n'a aucun intérêt à le faire. Sur la question de la dette, bon, je pense que la première réponse sur la question du déficit, plutôt d'abord, sur la dette de côté, on verra ensuite, sur la question du déficit, c'est d'avoir une réforme fiscale. Voilà. Une réforme fiscale d'ampleur résout en grande partie la question du déficit. En grande partie. Bon. La deuxième réponse, c'est évidemment c'est contradictoire au traité européen, à la liberté de circulation des capitaux, de ce que tu veux, mais ça on l'assume. C'est qu'en France, il y a eu par exemple entre 1945, enfin après la libération, un processus qui s'appelait le circuit du trésor, qui permettait de faire converger vers le trésor public toute l'épargne qui existait au niveau français. Il y avait le système des planchers, c'est-à-dire une obligation pour les banques de détenir à des taux décidés par le trésor public des obligations d'État, etc. Donc il y a des tas de mesures possibles, hein, qui permettent en désobéissant évidemment au traité, etc. Bon, alors ensuite, simplement là-dessus, je veux dire, dans un rapport de force, c'est jamais noir et blanc. Un rapport de force est toujours gris. Hein, et donc il y a des compromis qui sont toujours possibles. Par exemple, la Grande-Bretagne avait obtenu des opt-out, hein, c'est le fait de la possibilité de ne pas appliquer telle ou telle disposition des traités, etc. Est-ce que nos adversaires auront intérêt à l'explosion de la zone euro? Peut-être pas, on n'en sait rien. Bon, mais en tout cas, il y a des possibilités et des marges de manœuvre. Bon, et on ne joue pas, je veux dire, le tout ou rien sur une mesure qui serait la mesure miracle. Hein, on sort de l'euro et tout serait résolu. Parce que sortir de l'euro, ça a plus, d'un point de vue économique et politique, plus d'inconvénients que d'avantages. Je reprends, avant de passer à notre dernier thème, peut-être j'aimerais entendre Christophe dans l'hypothèse justement qui est évoquée dans le chapitre 2 d'une sortie, alors effectivement rupture totale au niveau de l'ordre juridique et donc une sortie affirmée, on va dire, affichée comme telle, et dans le cas en plus de ça d'une sortie de l'euro, est-ce que c'est pas un risque si justement on a une posture, comme c'est le cas dans le livre, une posture internationaliste? Parce que l'autre argument de Pierre Khalfa, ou que les arguments économiques, c'était aussi l'argument politique de dire nous on veut envoyer plein de signaux, comme quoi on veut continuer la coopération entre pays, entre les peuples. Est-ce que cette hypothèse d'une sortie affichée, ou en tout cas d'une sortie de l'euro de facto, est-ce que c'est pas un risque, effectivement, de ne pas être en mesure de mener ces coopérations-là? Bon, déjà, il faut préciser que le livre ne prend pas parti pour la sortie de l'euro. Il étudie les conséquences et ce que ça voudrait dire en posant la question de manière un peu, j'ai envie de dire, facétieuse, en disant est-ce que ce serait vraiment le chaos de sortir de l'euro. Et donc on a là par contre une analyse, une description de ce que ça voudrait dire, et peut-être que ça c'est l'objet d'un débat aussi qu'on pourrait avoir avec Pierre. On pose la question, mais simplement ce qu'on dit par rapport à cette question-là, c'est que si, encore une fois, c'est toujours le fil à plomb de ce livre, un gouvernement de transformation qui se retrouverait au pouvoir suite à un mandat populaire qu'il aurait reçu, s'il veut mettre en place sa politique, il doit assumer l'affrontement. Cet affrontement peut l'ouvrir, selon les rapports de force et les contingences, à tout un tas de scénarios possibles. Donc c'est ça le fil à plomb. Alors dans ce cadre-là, ce qu'on dit, c'est que pour mener nos politiques de gauche, que ce soit sur le terrain fiscal, sur le terrain écologique, sur le terrain social, etc., il faut des ruptures monétaires.
Mais ça ne veut pas encore dire sortie de l'euro en tant que tel. Ça veut dire, et là c'est ce qu'a dit tout à l'heure Clément, il faut reprendre la main sur le pouvoir de monétiser et de financer l'économie. C'est ça qui est fondamental. Ça peut prendre encore une fois plusieurs scénarios. Ça peut être simplement d'avoir une monnaie complémentaire, ça peut être en tout cas de remonétiser, d'avoir le pouvoir de remonétiser la dette, ça nous paraît par contre absolument déterminant, ça nous paraît être la fourchette basse en fait, de la discussion. Ça peut aller jusqu'à la sortie de l'euro si le rapport de force nous y emmène. Bon, c'est ça le cadre de la réflexion dans cet ouvrage. Donc je ne sais pas si ça répond à ta question. Moi, du coup, j'aimerais entendre l'argument sur parce que un des arguments d'ailleurs de gens qui sont pour du tout pas dans l'univers d'aucun des deux livres, qui rejettent la désobéissance en tant que telle, côté social-démocrate ou écologiste, pour la plupart, ça va être de dire mais ce processus-là, en fait, vous vous rendez pas compte, vu le rapport de force, vous jouez sur le terrain des nationalistes et au fond, vous tuez toute idée de coopération. Qu'est-ce que tu répondrais à ça? Nous, on réfute cet argument par principe, par engagement et par... D'ailleurs, on va en parler après, je crois que c'est la troisième question finalement. C'est un peu les scénarios. Et pourquoi faire en fait tout ça? Quel est le lien? Qu'est-ce qu'on fait de l'aspiration européenne? Là-dessus, on a évidemment des ébauches, en tout cas des réflexions ou des désirs par rapport à ce projet européen. Mais je ne sais pas si on attaque là directement alors là-dessus. Moi, je voudrais dire un mot sur... Après, juste sur l'argument, c'est que... non, on réfute cet argument-là. La réfutation, elle est simple. C'est que ceux qui nous disent ça défendent un cadre qui, précisément, a asservi et affaibli tous les internationalismes possibles au sein de l'Union européenne. C'est l'inverse qui est en train de se passer. Donc du coup, à rester dans ce système-là, dans ce cadre-là, dans cet ordre juridique, économique, financier, etc., crée précisément les problèmes sur lesquels ces gens-là ont des larmes de crocodile à verser. Donc c'est ça qui ne va plus. La poussée, excuse-moi, je rentre dans l'actualité, mais regardez, ça doit nous interroger encore, on en parlait tout à l'heure aussi, mais ce qui se passe au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, où finalement, en 2 jours, ils sont prêts à assumer une élection européenne, vous avez vu que, par exemple, le parti du Brexit fait 34% des voix au Royaume-Uni, dans les intentions de vote. Donc il faut quand même comprendre la profondeur du problème. Voilà. Mais après, j'aborderai la question des scénarios. Oui, alors peut-être dans les questions, parce que comme dernier point, et après on passera la parole à la salle, ça vous donnera l'occasion d'apporter plein de compléments. On tenait quand même, parce qu'on est en période électorale, on ne va pas faire comme si ça n'existait pas, c'est en partie une des raisons pour lesquelles ce débat se tient, pour lesquelles les livres paraissent. Justement, il y a une offre à gauche, on va dire, abondante, beaucoup de listes. Par rapport à ces listes-là, de lutte ouvrière jusqu'au PS Place Publique, quelles sont les listes qui vous semblent tirer le plus les leçons des diagnostics que vous posez? Ou en tout cas, si vous ne voulez pas répondre à ça, à ce moment-là, quelles sont les principales erreurs qui vous paraissent apparaître dans la campagne? Peut-être on commence avec Pierre Pellepin. Non, moi, je n'ai pas de problème par rapport à ça. Personnellement, je vais voter pour France Insoumise, sans aucun état d'âme. Bon, au-delà de ce que je pensais par ailleurs sur ce qu'est France Insoumise, etc., c'est tout à fait un autre débat. Mais sur au moins là-dessus, voilà. Je pense que j'étais très réticent à l'idée plan A, plan B. Parce que je pense que c'était une idée qui était à géométrie variable suivant qui défendait cette idée-là. On a eu des versions tout à fait différentes. Et dans l'idée qui était l'idée dominante, qui était plan A, on négocie, et plan B, on sort. Si la renégociation des traités n'est pas acceptée, et donc le plan B étant la sortie, je pense que tel que c'était formulé, j'étais en total désaccord avec ça. Et pour moi, comme j'essayais peut-être de l'expliquer tout à l'heure, le plan B précède le plan A. C'est-à-dire que si on veut pouvoir renégocier les traités, il faut créer des rapports de force en prenant des mesures unilatérales de rupture, etc. Voilà. Donc, là, j'ai remarqué que cette affaire plan A, plan B a été assez relativisée dans la campagne électorale. Ce qui est plutôt pour moi très positif, et que l'accent a été mis sur l'idée de désobéissance.
et avec toute une série de mesures, je ne les partage pas tous, mais à la limite c'est secondaire. Bon, en tout cas, l'idée de dire voilà, il faut désobéir aux traités est une idée qui est l'idée prégnante de la campagne de France Insoumise, qui me semble tout à fait juste et que je soutiens tout à fait. Bon, la position du PC, bon, est une position, je dirais, un peu intermédiaire. Hein, bon, c'est-à-dire qu'il... Moi, j'avais participé à la négociation dans le front de gauche entre, à l'époque, le PG, le PC, ensemble, et puis d'autres composants du front de gauche, en 2014, quand on avait écrit le document du front de gauche. Hein, bon, qui est d'ailleurs un très bon document, il n'y aura pas grand-chose à rajouter aujourd'hui, et à l'époque, bon, et le PC a plutôt évolué bien de ce point de vue-là, à l'époque le PC était très opposé à l'idée de désobéissance, hein, très très opposé, en 2014. Bon, ils ont évolué plutôt positivement, et dans la discussion d'ailleurs, bon, ils avaient accepté l'idée de rupture unilatérale dans le document du Front de gauche. Bon, et quand on écoute ce que dit Yann Bourassa, bon, globalement, il dit bon, c'est plus hésitant, mais enfin, il est quand même sur une ligne aussi de désobéissance. Hein, et il attaque notamment le PS et Place Publique et Hamon sur l'idée du fait qu'on peut réformer l'Union européenne avec les traités, qu'on peut refonder l'Europe à travers les traités et tout. Donc les positions sur le fond ne sont pas si divergentes que ça, hein, aujourd'hui. Bon. Ensuite, il y a les raisons pour lesquelles il y a des listes différentes ne renvoient pas, à mon avis, à des positionnements sur l'Europe, mais à des choses de nature bien différentes. Comme tu veux. Oui, bah, rapidement, si on fait un petit tour d'horizon de ce qui se dit à gauche là-dessus et de ce qu'on en pense, bah, vous avez d'un côté une extrême gauche trotskiste pour qui l'Europe n'est pas un sujet, voilà, qui pense que le seul problème c'est le capitalisme en tant que tel et que l'Europe n'est pas un sujet particulier, ce qui pour nous constitue une impasse quand même assez dangereuse d'un point de vue opérationnel dans la façon justement d'affronter le capitalisme en question, donc ça on en parle dans le bouquin. À l'autre bout du spectre, vous avez effectivement la gauche modérée, c'est-à-dire le PS, Place Publique, et puis Hamon, qui eux prennent en compte la dimension européenne, mais pour dire qu'il faut réformer les traités, comme préalable à toute action, ce qui est une impasse totale, puisqu'il faut l'unanimité pour changer les traités européens, c'est l'article 48 du TFUE, et de toute façon, si on arrivait au pouvoir aujourd'hui, on n'aurait absolument pas un rapport de force favorable. En fait, on serait même les seuls. Là, si aujourd'hui on arrive au pouvoir, on serait les seuls gouvernements de gauche de transformation. On ne parle même pas d'unanimité, mais on n'aura même pas une vague minorité un peu conséquente à faire valoir. Donc cette idée-là, elle est totalement illusoire. Et d'ailleurs, quand bien même on n'aurait que des alliés partout au pouvoir en Europe, on ne refait pas un traité en un claquement de doigts, d'autant plus quand il s'agit d'une réorientation à 180 degrés de la construction européenne. Donc ça, voilà, on va dire que ces deux parties-là du spectre, ces deux extrémités du spectre sont pour moi dans des impasses. Et après, effectivement, entre les deux, on a la France Insoumise et le Parti communiste, qui, l'un comme l'autre, gardent quand même une espèce de croyance en une possibilité de réformer les traités. C'est-à-dire que quand on voit les programmes européens de LFI et du PCF, on parle quand même du fait qu'au niveau monétaire, l'enjeu, c'est de changer les statuts de la Banque Centrale Européenne. C'est-à-dire quand on en est là, ça veut dire qu'on considère encore qu'il faut essayer de peser au niveau européen et qu'il y a peut-être une chance d'infléchir à ce niveau-là. Et là, on est sûr de perdre à tous les coups, ça ne se fera jamais comme ça. Et on fait perdre du temps à l'opinion publique dans son travail de compréhension du fait que la rupture ou la désobéissance est nécessaire. Alors c'est vrai qu'ils arrivent sur la question de la désobéissance, le PCF y arrive, c'est vrai qu'LFI articulait ça avec son plan A, plan B, mais dans tous les cas, il y a Alors sur le PCF, la désobéissance, d'accord, mais est-ce qu'ils réforment la Constitution française ou pas ? Parce que s'ils ne le font pas, cette désobéissance est inapplicable. Et pour ce qui est de l'EFI, c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire que vous avez un plan A de renégociation des traités qui, pour moi, en fait, dont la probabilité de succès est quasiment nulle et dont le temps nécessaire à la mise en œuvre sera forcément très long. Et en parallèle de ça, ou au préalable de ça, il y a des mesures unilatérales de désobéissance. C'est comme ça que c'est construit. Sauf que pareil, même question, est-ce qu'ils ont réformé le titre 15 avant ou pas ? Sinon, alors ces mesures unilatérales seraient toutes sabrées par le Conseil d'État et aucune d'entre elles s'appliquerait. Donc il y a quand même encore des gros angles morts, je trouve, dans les positionnements qui sont développés aujourd'hui.
peux me permettre là-dessus. Je pense que c'est pas du tout contradictoire, contrairement à ce que tu as l'air de dire, le fait de dire, voilà, nous, si on arrive au pouvoir, on prend des mesures unilatérales de rupture, et de dire, au niveau européen, ce qu'il faudrait faire, c'est une BCE qui fonctionne de telle ou telle façon, de telle et telle manière, avec tel et tel objectif. C'est pas du tout contradictoire. Au contraire, c'est les deux volets de la même bataille. Une bataille de rupture au niveau national qui permet de créer un rapport de force et garder des objectifs européens qui s'adressent à l'ensemble des opinions publiques européennes en disant, voilà, nous commençons à faire cela chez nous, mais voilà ce qu'il faudrait faire à l'échelle européenne. Donc là-dessus, il y a strictement aucune contradiction. Le problème, à mon avis, n'est pas là. Le problème, c'est dans l'affaire Plombé, tel que c'était explicité au départ, c'est l'idée que, comme tu dis très justement, c'est que la renégociation, ça allait se faire dans les 6 mois, et puis qu'en 6 mois, on allait boucler l'affaire, ce qui est évidemment une stupidité totale. Bon, et puis que l'Exode accepterait de négocier. Bon, donc évidemment, ça ne marchera pas comme ça. Donc à partir du moment où clairement on dit, voilà, on arrive au pouvoir, on applique notre programme, on se protège contre les tentatives d'étranglement financier, et donc on rompt avec un certain nombre de dispositions des traités européens, etc. Il n'y a plus de problème. Ensuite reste le problème juridique que tu poses, mais qui est évident. Je pense que pour faire ça, il faut changer l'ordre juridique en France. Mais voilà, et c'est très important pour moi que dans le même temps qu'on dise qu'on applique le programme pour lequel on a été élu, on garde cette perspective qui est une perspective de refondation de l'Union européenne. Et pour garder cette perspective de refondation de l'Union européenne, il faut clairement indiquer que voilà ce qu'il faudrait faire à l'échelle européenne sur la BCE, sur les politiques publiques, sur l'harmonisation sociale, fiscale, etc. etc. En une minute, si tu réagis ou pas. Oui, dans le principe, je suis d'accord. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contradiction entre le fait d'agir tout de suite, unilatéralement au niveau national, et le fait de peser en parallèle pour essayer de réformer les choses au niveau européen. Mais sauf qu'il faut dans l'esprit des gens, il faut bien pondérer ça par les probabilités respectives de réussite. C'est-à-dire que la probabilité de réforme des statuts de la BCE, c'est 0,001%. C'est-à-dire que il ne faut absolument pas miser là-dessus. Et le problème, c'est qu'en le mettant à égalité dans les programmes, on sous-entend que c'est de crédibilité égale. Et si vous voulez, c'est un peu comme si on militait pour un FMI social qui serait contre l'austérité, ou pour une OMC qui serait pour le protectionnisme et contre le libre-échange. Ou pour, vous voyez. Donc effectivement, dans le principe, on pourrait toujours dire on va essayer de peser au niveau mondial, parce qu'à la limite, si ces idées-là pouvaient même arriver aux commandes carrément au niveau mondial, même pas au niveau européen, évidemment que je serais pour. Mais le problème, c'est que ça ne se décrète pas, et que dans un scénario où on arrive aux commandes au niveau national, c'est dans cet espace-là qu'il faut agir, parce que le niveau européen ne nous serait absolument pas acquis. Très bien. Alors, j'arrête là pour les échanges qui se passent uniquement dans cette table, et on passe la parole à la salle. Alors, comme il y a eu une parole jusque-là très masculine, il y aura une prime à la parole féminine, mais enfin, on va surtout prendre les doigts levés. Ben voilà, il y a quelqu'un, parfait. Donc, madame, je vous fais passer le micro. Je ne sais pas qui peut m'aider. Il ira pas loin. Attention au fil, quand même. Ça marche. Faut peut-être s'avancer. Oui, peut-être. Ça va? Je crois que ça va. Vas-y. Ça marche, oui. On vous entend. Bon, donc, désolé d'être arrivé en retard. Ceci dit, j'ai contribué personnellement donc, au livre d'Attaque Copernic. Je partage l'essentiel de ce que Pierre a dit. Je vais se présenter pour les quelques personnes. Catherine Saint-Marie. Voilà, je suis par ailleurs membre d'Attaque et de beaucoup d'autres choses. Donc je disais que, excusez-moi d'être arrivé en retard, j'ai participé au livre d'Attaque et je partage l'essentiel de ce qu'a dit Pierre, mais j'ai lu avec beaucoup d'intérêt l'autre ouvrage et je trouve qu'il y a des points effectivement, des points communs importants. Alors ma question s'adresse d'abord à vous deux effectivement sur le livre, puisque vous n'avez pas eu le temps de développer la fin. Et la fin, donc c'est ma question qui m'a étonnée effectivement en lisant le livre de façon positive, m'a étonnée positivement, c'est-à-dire le fait que vous envisagez un autre scénario qui est celui d'utiliser le poids spécifique de la France comme membre fondateur de l'Union européenne, non pas pour pratiquer un Frexit, mais pour mettre en cause les traités. C'est-à-dire, bon, et donc ça, donc je voudrais que vous interveniez là-dessus. Ce qui pose la question fondamentalement
donc c'est le deuxième aspect de ma question. Quel est le but? Alors, Pierre a dit la remise en cause donc du néolibéralisme, je dirais du capitalisme néolibéral, qui suppose un problème d'échelle territoriale articulée de notre adversaire, hein, du local au planétaire. Et la question qui est posée au mouvement altermondialiste dont nous faisons ici, dont vous faites tous partie à cette tribune et dont je fais partie, la question qui a été posée de façon stratégique à un moment donné dans les débats altermondialistes, c'est est-ce qu'il existe, par rapport à tous ceux qui sont internationalistes, et on l'est ici, un niveau stratégique européen, c'est-à-dire quelque chose qui s'articule du national entre le national et l'international. Et la réponse, effectivement, personnellement, à laquelle j'adhère avec l'essentiel, finalement, de la logique du livre d'attaque, même s'il faut pousser un certain nombre de débats, c'est oui, il existe un niveau stratégique européen. Et c'est pas simplement pour exprimer l'internationalisme vis-à-vis des autres peuples, parce qu'on pourrait dire, s'il n'existe pas de niveau stratégique européen, il faut revenir sur l'internationalisme, on revient vers le national, et puis ensuite on exprime des solidarités internationales avec tous les peuples, dont les peuples européens. Non, donc la question qui est posée, c'est est-ce qu'il existe quelque chose de spécifique qui, sur les questions monétaires, sur les questions de la libre circulation des individus, sur les questions du racisme, sur les questions des réfugiés dont le mot n'a pas été prononcé ici, notamment au niveau européen, sur les questions monétaires, sur les questions de la remise en cause de la concurrence, sur les questions de la transformation des sociétés sous l'angle socio-écologique, est pertinent et implique un rapport de force, avec d'autre part le fait que l'Union européenne, même si on la quitte, est une nuisance politique et qu'il faut continuer à la combattre. Donc je pense effectivement qu'on peut la combattre contre, hors, et que ça implique effectivement utiliser le rapport de force dont on dispose quand on est en France, notamment, pour mettre à plat les traités et imposer d'autres droits. Allez-y, hein. Christophe, peut-être. Non, c'est bien, je trouve, d'avoir la cohérence. Ah oui, on fait plusieurs. Oui, Non, ah bon, je réponds. Enfin, je réponds. c'est moi qui décide. Ok. Alors, je vais déjà, parce que bon, c'est un peu aussi pour ça qu'on est là. Effectivement, Catherine Samari a pointé le fait que notre réflexion dans le bouquin, elle aboutit au fait qu'on s'interroge sur différents scénarios possibles quant à la question européenne. Est-ce que j'ai une manière de répondre sur la question de savoir s'il y a une pertinence à une question stratégique européenne? La réponse est oui, définitivement oui. Alors ensuite, voilà, nous on a ébauché trois pistes qui reflètent un peu la diversité de nos opinions sur le sujet. La première piste, c'est celle qu'a un peu ébauché Clément, qui est d'ailleurs pas complètement étranger à la rédaction finale de cette partie, qui reprécisera peut-être, qui est en gros effectivement d'assumer une sortie unilatérale de la France, et à partir de là, immédiatement et dans le même mouvement, un gouvernement qui repense entièrement ses relations politique et géopolitique dans une dynamique, dans une perspective internationaliste, et qui va tisser donc toute une série de liens nouveaux par des traités qui peuvent être avec des pays non européens et là on en revient à la question européenne, des pays européens, et l'idée c'est un peu ces discussions qui émergent sur la possibilité de construire peut-être sur un cercle plus disons restreint, en particulier le pays de l'Europe du Sud, de la sous-région sud européenne, quelque chose qui puisse aller très loin précisément dans l'intégration à terme et l'harmonisation surtout des dispositifs économiques, sociaux entre ces pays-là, avec peut-être du coup l'idée d'une autre zone qui serait plus autour de la zone Euromark, grosso modo, et qui finalement viendrait figer, ou en tout cas réorganiser l'espace européen autour des frontières économiques et des stratégies politiques différentes qu'il y a entre ces différents profils de pays au sein européen. Ça, c'est la première piste. Donc on travaille sur ce scénario-là, voir un peu ce que ça voudrait pouvoir dire d'organiser ça. La deuxième, c'est ce qu'on a appelé le plan C, un peu en clin d'œil, et qui est de dire, déjà,
qu'on reconnaît, disons, le plan A, plan B, en tout cas la philosophie qui l'a nourri comme étant ce qui a été, à mon avis, enfin c'est mon opinion effectivement, de plus avancé jusqu'à aujourd'hui dans la gauche transformation et qui mérite toute une série d'amendements et de précisions, etc. C'est ce qui a été dit. Mais là, l'idée, c'est de dire ce que tu disais, c'est-à-dire, au contraire, d'assumer tout le poids économique, politique et géopolitique de la France pour finalement saturer l'Union européenne et son dispositif par, disons, notre opposition dans le système européen lui-même pour, en fait, à partir de là, créer une crise permanente institutionnelle qui nous permette d'ouvrir des scénarios sur des rapports de force, des coalitions, des alliances contingentes qu'on devra créer, mais tout ça c'est évidemment compliqué parce que ça suppose toute une série de conditions, en particulier le fait que ce gouvernement français n'agisse pas seul, mais agisse, disons, poussé par un mouvement populaire mobilisé. Donc on voit que ça fait quand même beaucoup de conditions, mais c'est celles qui nous paraissent être celles qui sont nécessaires pour espérer, justement, tout en restant dans l'édifice européen, par une crise permanente, institutionnelle assumée, qui est en fait déjà une ligne qui avait déjà été ébauchée il y a des années en arrière, et je pense en particulier à cet ouvrage-là qui date de 2009, qu'on avait fait au sein d'Attac, qui s'appelait Qui tout double, auquel a participé, je crois, Catherine, ou Bernard qui est là, Bernard Cassen aussi, qui était déjà cette idée-là, un peu du compromis de Luxembourg. Vous vous rappelez ces débats-là sur comment on peut, tout en restant dans l'édifice, le faire ployer sous ses contradictions avec notre puissance de projection. Bon, ça veut dire d'accepter l'idée des contingences. Ça veut dire l'idée qu'on n'est pas obligé de répondre à la question de quel projet se dessine derrière, mais qui sera le fruit des rapports de force et des alliances qu'on aura réussi à construire dans ces conditions-là. C'est un deuxième scénario qu'on étudie dans cet ouvrage et qui nous permet justement d'apporter un éclairage sur sortie, pas sortie, enfin de le prendre d'une manière, disons, un petit peu différente. Troisième scénario, c'est celui de dire on va inverser les domaines d'intégration européens. Jusqu'à présent, la construction européenne est basée sur le fait de déléguer à un espace supérieur aux États-nations les dimensions en particulier économiques et commerciales, et en laissant au niveau des États-nations les prérogatives sur le social, sur la protection sociale, le fiscal, etc. Bon, tout ça aboutissant, dans le cas de la concurrence libre et non faussée, du libre-échange, aboutissant à des politiques de dumping par les États au sein de l'espace qu'ils ont créé. Bon, si on inverse la logique, on irait vers une réintégration de l'économique au niveau national, et on irait vers une délégation au niveau supranational de tout un tas de prérogatives qui appartiennent jusqu'à présent aux États et qui seraient cette fois-ci mises en commun au niveau européen, que ce soit sur les questions migratoires, sur les questions climatiques et environnementales, etc. Donc on inverserait un peu les domaines, disons, d'intégration et de répartition avec un principe qui est que... Absolument, mais avec un principe qui est fondamental, et là ça nous renvoie à un débat qu'on n'aura peut-être pas le temps d'avoir, mais qui est celui qui a existé entre nous, c'était sur l'espace européen, c'est précisément que nous on part du principe, avec la conviction chevillée au corps, qu'il y a forcément un lien entre l'espace politique et le territoire. Voilà. Donc c'est cette question-là qui nous... C'est à partir de ça aussi qu'on travaille ce troisième scénario avec un inversement des ordres de délégation, d'intégration au niveau européen. Voilà les trois scénarios que propose, disons, comme ébauche le livre pour avancer en fait sur ces questions-là. On va peut-être prendre les deux questions là, qui se suivent. Avancez-vous. Ça va être un peu court. Ouais. Non, mais ça va. Merci. Oui, merci à vous tous. Moi, j'ai une question sur le livre d'Attac en particulier. Et je pense qu'il faut peut-être refaire un point liminaire. On a parlé tout à l'heure de l'intégration, on a remonté est-ce que tous les traités étaient intrinsèquement libéraux depuis quand, etc. etc. Je crois que vous avez quand même tous dit que l'objectif c'était de visser les droits sociaux et que les travailleurs soient relativement cadenassés dans leurs exigences, et ça existe quand même dès les traités de Rome. Si l'Europe a pu être un petit peu moins dure à une époque, à mon sens, c'est aussi compte tenu du contexte géopolitique dont on a assez peu parlé finalement, et l'URSS n'aurait pas permis le déchaînement du néolibéralisme dès les années 60. Enfin, le verre était dans le fruit, et dès le départ, on voit très bien que
face à la poussée communiste, notamment en France et en Italie, il fallait quand même trouver un moyen de cadenasser l'expression du suffrage universel qui était encore respecté à cette époque-là. On a trouvé l'Europe. Et c'est d'ailleurs si les Américains y ont tant investi en temps, en argent et en influence via leur homme livre Jean Monnet, c'est peut-être qu'il y avait une raison. Moi j'ai quand même une question sur, finalement, et c'est un petit peu ce que vous avez expliqué, oui mais sortir de l'euro, c'est pas bien parce que pour des raisons économiques que vous avez expliquées et pour des raisons politiques. Je pense que, personnellement, je défends une sortie, non pas par idéologie, mais par pragmatisme et par internationalisme. Je ne pense pas que l'on puisse continuer à traiter avec un espace qui nie la politique et qui est anti-politique par essence. Je m'explique. Je vais un petit peu provoquer, mais on n'aurait pas discuté de faut-il réformer la France de Vichy. Or, faut-il réformer l'Union européenne? Pour moi, c'est un petit peu le même débat. Si on interdit intrinsèquement qu'on constitutionnalise une politique économique, ça porte un nom, ça s'appelle une dictature. Quand on constitutionnalise le libre-échange, la réduction, enfin le déficit à 3%, la mise en concurrence des services de base, il n'y a pas le mot service public dans les traités, qu'on parle d'économie de marché dans un cadre qui a valeur constitutionnelle par les traités européens, on ne peut pas débattre d'une réforme possible. Et je pense que la position de la sortie, il ne s'agit pas d'agiter la sortie pour la sortie, c'est une position pragmatique. Ce que Clément, tu disais tout à l'heure, bien sûr que si demain on arrive à tout refaire, à tout changer de A à Z, il faudrait l'unanimité qu'on est loin d'avoir, mais imaginons, quel intérêt? Enfin, ça voudrait dire que, de facto, on est sorti. Et c'est prendre un temps fou. On peut dire on va rebâtir autre chose, mais on commence par dire de facto on en sort. Le cadre il est nul et non avenu, parce que le cadre il n'est pas fait pour confronter des options politiques, keynésiennes, marxistes, libérales, il est fait pour qu'il y ait une option politique qui soit mise dans le marbre constitutionnel, c'est-à-dire l'option libérale. Le cadre de l'Union européenne il n'est pas pensé pour appliquer d'autres politiques. Donc le débat me paraît un petit peu faussé. Quant à dire la question du nationalisme qui pointe dès qu'on ose parler de la sortie, je rappelle que les Portugais avaient, il y a quelques années, comme livre le plus lu, un livre d'un économiste qui s'appelait « Pourquoi faut-il sortir de l'euro ?» Donc je pense que si demain nous sortions, ce ne serait pas pour dire on se replie sur ces petits murs, mais c'est pour engager d'autres pays. De toute façon, la zone euro, vous l'avez expliqué, exploserait de facto, pour peut-être rebâtir d'autres coopérations. Mais si on commence à dire, pourquoi accepter un cadre qui n'est pas fait pour les politiques que tous ensemble on souhaite mener? Ça me paraît un petit peu paradoxal. Et surtout, beaucoup trop long et beaucoup trop coûteux en termes de temps. C'est comme l'idée de la monnaie complémentaire. De facto, ça veut dire qu'on sort de l'euro. On remet en place, on sait faire tourner, on sait imprimer nos billets, on les imprime encore en France, peut-être d'ailleurs plus pour longtemps maintenant. Donc pourquoi s'obstiner à vouloir accepter chez l'adversaire cette idée que la sortie, on est d'infâmes nationalistes, on va plutôt penser que c'est le projet de l'Union européenne qui l'aime, enfin ça c'est un autre débat, et pourquoi tout simplement ne pas aller à l'efficacité, parce que Clément notamment tu disais, oui on sort, on désobéit donc on sort. Ah, je vous remercie. On prend la question. Bon, d'abord, moi, je suis assez content de ce débat. Je trouve qu'il est quand même d'une bonne qualité. Alors, premier point, je voudrais dire, tu as parlé de la position de Mendès, mais la critique principale, quand tu regardes le texte de Pierre Mendès France, était dès 1957 sur la question démocratique et la question, effectivement, que l'Europe était un élément qui permettait d'éviter, par son double niveau, qui permettait d'éviter un débat démocratique. Mais ce n'est pas la seule question. La question de l'Europe et la manière dont elle s'est construite, c'est aussi la grève des mineurs de Limbourg en Belgique, la grève des mineurs en France, où la CECA est intervenue ouvertement comme élément briseur de grève en apportant du charbon pour répondre à la question qui se posait. Donc, d'emblée, l'Europe les institutions européennes ont posé un certain nombre de questions. Alors, je ne vais pas reprendre toutes les critiques qui ont pu être faites, parce qu'on n'a pas passé... c'est pas en 80 qu'on s'est aperçu que l'Europe posait un certain nombre de problèmes de fond, de construction. Je ne susciterai pas un certain nombre de livres qui sont déjà parus, mais je crois que c'est important de comprendre. Et moi, je suis très gêné du livre d'Attaque Copernic. Bon,
d'autant plus que je paye quand même encore une cotisation à l'attaque, c'est cette Europe malade du néolibéralisme. Bon, l'Europe, elle n'est pas malade que du néolibéralisme. Le néolibéralisme a un certain nombre de conséquences, mais, je veux dire, elle est malade de sa construction elle-même, pas simplement dans la phase actuelle. Je ne crois pas du tout, enfin, ça je crois que personne ne pourrait être d'accord, qu'on pourrait, d'autant plus, revenir en arrière. Je ne crois pas à la chanson de Cabrel, c'était mieux avant. Non, ça j'y crois pas. En plus, c'est jamais possible. Et en plus, arrêtons un tout petit peu de glorifier les 30 Glorieuses. Pensons quelles conséquences ça a eu sur ce qu'on appelait à l'époque le tiers-monde. Hein. Je ne rappellerai pas le bouquin de Jallet sur le pillage du tiers-monde, tout ce que ça fait, toute l'arrivée des émigrés, enfin toutes les conséquences que ça a eu. Ça s'est passé dans un contexte politique qui ne peut plus se repasser aujourd'hui, politique et économique. Donc je pense qu'on ne reviendra pas en arrière. L'Europe, elle est malade de sa construction. Elle est malade. Elle n'est pas malade d'ailleurs. Ils arrivent quand même à imposer un certain nombre de choses. Hein. Elle est malade, mais c'est plus une grippe ou un rhume qu'une longue maladie, comme on dit. Bon, voilà. Non, mais je pense que c'est un élément important et ça rejoint. Moi, je pense qu'il y a un certain nombre de questions. Alors, on a parlé très longuement de la fuite des capitaux et du contrôle des capitaux. Il ne faut pas se faire d'illusions. Hein. La fuite des capitaux, elle aura lieu dans la perspective d'arrivée d'un gouvernement de gauche. C'est-à-dire qu'en gros, le problème, il sera préalable à l'arrivée au pouvoir de quelque chose qu'on décide, qu'on souhaite en tous les cas, mais ce problème, il sera autant derrière nous que devant nous. Alors, il faudra faire un contrôle des capitaux, hein, je ne suis pas contre, mais je pense qu'on aura déjà un problème à ce niveau-là. Et ça pose la question, rester dans l'euro ou pas. C'est dire que, moi je veux bien le débat sur la sortie de l'euro, je suis plutôt sur une position de sortie de l'euro, mais en réalité, je ne suis pas sûr qu'on ait le choix. Et quand Pierre, tu dis, on fera une monnaie parallèle, enfin je sais pas, bon, une monnaie alternative, une monnaie parallèle, on peut prendre tous les trucs que l'on veut, mais il ne faut pas se faire d'illusions. En réalité, ça sera une rupture avec l'euro. Et nous ne laisserons jamais, tu n'auras une possibilité de rester dans l'euro dans une monnaie parallèle. C'est d'ailleurs ce qu'ils ont dit très, très clairement en grec. Alors, dire parce qu'on est France, parce qu'on est plus fort, qu'il y a des questions de rapport de force, on aura peut-être plus de marge de manœuvre, je t'avoue que j'y crois pas. Bon, mais c'est peut-être un débat à avoir, c'est peut-être une discussion, mais je n'en vois pas du tout. Mais la question essentielle, moi je me pose, hein, dans vos deux positions, hein, j'aurais quelques critiques à faire, puisque j'en avais à Pierre, sur votre bouquin, je trouve qu'il est trop concentré sur la question juridique, et que l'Europe, c'est beaucoup plus compliqué. Moi j'aime bien la notion qu'a Soupio, de dire l'Europe, ça fonctionne comme le suzerain et le vassal. C'est-à-dire que les États dépendent de l'Europe et l'Europe dépend des États avec des relations qui sont beaucoup plus complexes que les simples questions juridiques des traités ou même des institutions. Ça c'est historiquement, il y a quand même un certain temps, forgé, et ça a forgé un certain nombre de relations extrêmement complexes. Peut-être bon, si on peut arriver sur la question principale. Très bien. Dernier élément, la question essentielle qui se pose, c'est la question des rapports de force. Je suis désolé. Quand on regarde ce qui se passe en Grande-Bretagne, tu en as donné un élément. Alors on peut dire, ça montre qu'on ne peut pas sortir, puisque la Grande-Bretagne ne peut pas sortir. On peut dire, oui, mais ils sortent sur la droite, alors que nous, on sortirait sur la gauche. Mais en réalité, aucun des deux courants, ni le Lexit, ni les gens qui étaient pour le remède, courant de gauche, hein, je parle de courant de rupture ou de gauche de transformation, ne pèse à quoi que ce soit dans le débat aujourd'hui en Grande-Bretagne. C'est ça la vraie question. Et toute transformation qu'on peut faire. Alors, je finirai là-dessus, si tu te permets. Je pense que d'avoir une position de sortie est une position qui est beaucoup plus favorable à la construction d'une alternative qu'une position qui est une position beaucoup plus ambiguë. Merci. Pierre, je te laisse réagir. Écoute, je te propose qu'on prenne toutes les questions, peut-être, puisque comme il se fait tard, qu'on fasse une réaction un peu globale. S'il y en a d'autres, est-ce qu'il y en a d'autres Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. S'il n'y a pas de questions, je vais la question. Ça vous met de répondre. Bon.
Deux interpellations fortes quand même. Oui, oui, tout à fait, mais qui reprennent le débat depuis le début, donc je vais le reprendre. Bon. Alors d'abord, je vais commencer par un fait peut-être d'évidence, mais qui quand même c'est bon à rappeler, sur les rapports entre les institutions européennes et les États. Parce qu'il n'y a pas d'un côté les institutions européennes qui domineraient les États, oui, mais Louis, je ne suis pas en désaccord avec ce que tu as dit, et de l'autre côté, les États qui seraient dominés par des institutions supranationales. C'est pas ça. Hein. Bon, ce sont les États, les gouvernements en l'occurrence, qui rédigent les traités, donc il faut ratifier les traités en général par des parlements qui sont élus la plupart du temps quand même, entre guillemets, démocratiquement. Bon. Aucune directive ne peut être adoptée sans l'accord des États, aucune, voilà, et en particulier des plus grands. Bon, et ensuite, il y a surtout un fait qui est en général totalement sous-estimé et qui est très important, qui est l'imbrication qu'il y a entre les technostructures européennes et la technostructure nationale, notamment au niveau de tout ce qui renvoie aux finances, les hauts fonctionnaires du Trésor siégeant dans des comités européens de préparation de l'Eurogroupe, etc., etc. Donc, la division entre le national et l'européen dans cette affaire-là est une division totalement absurde qui ne tient pas la route. Premier aspect. Deuxième aspect sur l'histoire. Bon, oui, le traité de Rome était un traité de libre-échange, mais la communauté européenne ne se réduit pas au traité de Rome. Bon, et le fait, et comme je l'ai dit tout à l'heure, le fait qu'il y ait un traité de libre-échange dans une zone économique et sociale qui est homogène, en soi ne pose pas de problème. Voilà, en soi, ça ne pose aucun problème. Bon, et je rappelle que le premier acte de la Révolution française a été d'introduire le libre-échange en France. Hein. Bon, donc, je veux dire, il faut quand même relativiser ces affaires de libre-échange. Où la question du libre-échange se pose, c'est quand il y a un dumping social et un dumping fiscal. Je vais prendre un exemple sur la construction européenne. Voilà. En 1979, alors février 1979, il y a un arrêt assez célèbre, qui est l'arrêt Cassis de Dijon. Que dit cet arrêt? Il dit que toute marchandise, tout bien vendu dans un pays de la communauté peut être vendu dans tous les pays de la communauté. Donc c'est un arrêt de libéralisation, au sens strict du terme, qui aurait pu avoir des conséquences tout à fait désastreuses, à la fois sur les conditions de production, la qualité des produits, bon, point de vue sanitaire, etc. etc. Bon. Que fait la Commission de l'époque? Elle prend toute une série de règlements et de directives visant à l'harmonisation par le haut des normes de qualité des produits et des normes de production. Bon. C'est-à-dire que la volonté politique, parce que c'était une volonté politique, ça a été justement une harmonisation par le haut. Le premier élargissement, Grèce, Portugal, Espagne, etc. Bon. Comment ça se passe? Sont mis en place immédiatement, parce que c'est là... l'intégration de ces pays faisait qu'il y avait une hétérogénéité importante par rapport aux pays fondateurs, se met en place des fonds structurels, des fonds de cohésion qui ont aidé ces pays à rattraper en grande partie leur retard. Bon. C'est-à-dire que la volonté de l'époque, bon, ça a été une volonté plutôt d'harmonisation, plutôt que de jouer la concurrence, bon, etc. Bon. Donc ça ne veut pas dire que c'était magnifique. Hein, bon, mais c'était évidemment une Europe capitaliste, mais d'un capitalisme particulier qui n'est pas le même que le capitalisme néolibéral. Voilà, et tout n'est pas pareil. Voilà. Le capitalisme néolibéral et le capitalisme fordiste, c'est pas la même chose. Les compromis sociaux sont pas les mêmes. Bon, et quand, sous l'Europe, alors qu'il y avait la construction européenne, il y avait dans le même temps la construction d'État social, le développement des droits sociaux, l'augmentation des salaires, etc., la sécurité sociale, etc., etc. Bon, voilà. Donc c'est pas la même chose. Et à tout vouloir que tout soit pareil, je veux dire, on ne comprend rien à la réalité. Bon, ça c'est le premier truc. Deuxième chose, bon, d'abord sur l'affaire de la monnaie complémentaire. Dans les traités, contrairement à ce que je ne sais plus qui d'entre vous l'a dit, rien n'interdit les monnaies complémentaires. Hein, rien. Non. La preuve, c'est qu'il y a plein de monnaies complémentaires en France et dans tous les pays européens. Hein, il y a des monnaies complémentaires. Et il y en a des dizaines et des dizaines. Là, évidemment, ça serait une monnaie complémentaire particulière,
hein, puisque ça serait, bien sûr, ça serait une monnaie complémentaire émise par l'État. Donc c'est un affrontement, évidemment, avec bon, c'est clair, on ne va pas se cacher, mais je veux dire, d'un point de vue juridique, puisqu'on est dans le juridique, hein, voilà. Autre chose dans le juridique, puisque aussi on est dans le juridique, il y a l'article, par exemple, 123.2 du traité de Lisbonne, permet que les banques publiques, hein, soient refinancées au même titre que les banques privées. Bon. Donc, par exemple, juridiquement, hein, pas politiquement, juridiquement, ça voudrait dire que, par exemple, la Caisse des dépôts et des consignations, la Banque publique d'investissement, pourrait très bien être se refinancer auprès de la BCE et ensuite prêter, hein, à l'État. Voilà, ça pourrait être un véhicule permettant de faire ça. Bon, et ça c'est juridique, mais évidemment on sait très bien que c'est en contradiction, pas avec le texte des traités, avec l'esprit des traités. Bon, donc la question n'est pas une question juridique, c'est une question de rapport de force, de volonté de le faire, etc. etc. Mais je prends cet exemple-là pour montrer que tout n'est pas blanc et tout n'est pas noir. Il y a une certaine complexité dans la réalité. Bon. Dernière chose, je termine. Dernière chose, bon, le fait, bon, non, mais le fait de dire, il y a toutes les questions économiques, hein, sur la sortie de l'euro, les désavantages, etc. Je n'y reviens pas. Les avantages sont très aléatoires et les désavantages l'emportent sur les avantages. Bon. Mais le fond de l'affaire, pour moi, n'est pas une question économique, c'est une question politique. C'est-à-dire, est-ce qu'on indique que, voilà, nous, notre objectif, c'est un objectif de refondation de l'Europe. Si on indique ça comme objectif, ça veut dire qu'on essaye de se donner les moyens de ça. On donne des signes politiques pour ça. Voilà. Et donc, un des signes politiques, c'est évidemment le fait de dire on ne sort pas tout de suite de l'euro. Voilà. Si vous voulez nous expulser, c'est vous qui prenez la responsabilité de le faire. Bon, mais nous, on ne veut pas sortir. Bon, et ce d'autant plus que rester dans l'euro, hein, dans ce cadre-là, si on prend des mesures unilatérales, économiquement, ça nous protège. Je dirais que notre logique, c'est quoi? C'est d'essayer d'éviter de se retrouver dans le dilemme, qui est le dilemme dans lequel a été pris Tsipras, qui est le dilemme capitulation ou sortie. Comme il ne voulait absolument pas refuser la sortie, il a capitulé. Nous ne refusons pas la sortie a priori. Nous disons peut-être qu'in fine, dans la bataille politique, je veux dire, eh bien, s'il nous expulse, bon, ben, si le choix c'est capitulation ou sortie, il faudra sortir. Mais on essaye de mettre en place une stratégie qui évite d'être pris dans ce dilemme-là. Merci. Alors j'espère ne frustrer personne, mais on va clore la discussion parce que le temps a filé. Il est bientôt 9h. Je crois qu'on est déjà quand même allé au fond des choses parce que le débat est allé assez loin. On a bien compris à la fois les points communs, les différences. Pour ceux qui veulent prolonger, je rappelle, il y a les bouquins qui sont en vente au fond et puis les intervenants qui sont là dans la salle. Encore un petit moment pour discuter avec celles et ceux qui veulent. Merci à vous. Merci.